Sur l'entretien du calme, c'est pas évident ça. C'est pas évident, il nous a fallu un travail de recherche de 2 ans, dans à peu près 70 classes, donc de moyenne section jusqu'à première bac pro, pour essayer d'avancer un certain nombre d'éléments. C'est pas évident parce que le calme c'est quelque chose de subjectif. Il y a des enseignants qui tolèrent très peu de bruit et d'autres qui en tolèrent plus. C'est pareil chez les enfants dans les classes. Il y a des enfants qui sont sensibles au moindre bruit et d'autres qui en acceptent beaucoup. Ce qui se cache derrière, c'est la notion de disponibilité dont on parlait derrière, tout à l'heure. Une classe où il y a trop de bruit, où c'est énoncé de cette façon-là par des enfants ou des enseignants, c'est une classe où c'est plus difficile d'apprendre et d'enseigner. Donc l'entretien du calme participe à ces fameuses conditions dont on parlait tout à l'heure. Donc on est allé dans plusieurs classes, on a observé que c'était une activité complexe que d'arriver à entretenir le calme, que ça ne venait pas comme ça par des recettes miracles. Et on est arrivé à identifier 6 leviers qui étaient un peu récurrents dans les classes où on voyait les enfants travailler dans du calme. C'est-à-dire que nous, de manière très subjective, on avait l'impression que c'était calme. C'est-à-dire quand on sortait de la classe, on n'avait pas cette sensation de soulagement. Oui. Et quand on a mené les entretiens avec les enfants sur la façon dont ils vivaient la classe, ce sont des classes où personne ne disait il y a trop de bruit, ou très très peu. Alors qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence comme levier? Alors l'idée c'est pas, je me méfie maintenant, c'est pas de tout appliquer à la lettre. Ce sont des leviers qu'on a vus comme aidants à entretenir. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ou partie? Est-ce que c'est plutôt certain? Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Un premier levier qu'on a pu apparaître, c'est ce qu'on a appelé les classes Roland-Garros. Donc ça, c'est surtout... ça a montré surtout son intérêt dans les classes où il y a du carrelage, avec des vieilles chaises. Avec le nouveau mobilier, là, les classes, les mairies qui investissent dans le nouveau mobilier, il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et puis souvent, le sol des classes, c'est un peu comme les matières qu'il y a ici. C'est pas le cas partout. Un deuxième élément, c'est ce qu'on a appelé les codes de son, c'est-à-dire d'introduire une institution dans la classe qui symbolise la façon dont on peut parler ou ne pas parler dans le groupe. Donc par exemple ces couleurs, on n'est pas obligé d'utiliser ces couleurs, hein. On a mis un autre ici, là. Ça c'est dans une classe de 6e en anglais. Donc rouge, je ne parle pas, je ne me déplace pas parce que je suis en phase de travail individuel. Donc avec des enfants, c'est très court. Hein. Au mois de septembre, il y a un enseignant qui m'a envoyé un mail en me disant « Ouais, j'ai essayé le code de son, mais ça ne marche pas. » Alors je lui dis « Mais comment ça se fait ?» Et puis il m'explique au bout d'un moment qu'il a laissé ses élèves pendant 1 heure en code rouge. Le code de travail ordinaire, ça serait dans ce modèle-là en code orange, où je peux me déplacer, je peux parler, mais en chuchotant ou en murmurant. Vous connaissez la différence que Maria Montessori faisait entre le chuchotement et le murmure? Non? Personne? On va faire une expérience. Vous avez besoin de votre main. Et vous la mettez sur la gorge. Si ça vibre, c'est que vous murmurez, vous parlez. Si ça ne vibre pas, je parle normalement, c'est très très rare dans une classe parce qu'on est nombreux. Et puis, les moments collectifs, c'est un enfant ou l'enseignant qui donne la parole, c'est du code blanc, on lève la main pour obtenir la parole. Donc, voilà.
Troisième élément, lorsque le volume sonore remonte, on s'est aperçu que le fait de parler plus fort que le volume, c'était contre-productif et ça alimentait ce son-là. Donc c'est aperçu que c'est quelque chose qui peut être confié à un enfant volontaire, et on peut le faire soi-même en tant qu'adulte. Quand on sent que le volume dépasse un peu ce qu'on accepte, de rappeler l'importance du calme. Le calme, c'est pas le silence, hein. De rappeler l'importance du calme par l'intermédiaire d'un signal sonore qui n'est pas agressif. Par exemple avec ces instruments. Alors, j'ai l'habitude de dire, vous prenez l'instrument que vous voulez. Mais je ne le dis plus, ça. Parce que je suis allé il n'y a pas longtemps dans une classe où il y a une enseignante qui m'a dit « j'ai pris l'instrument que j'avais, et ça ne marche pas. » Effectivement, c'était une crécelle. Donc, un instrument, un signal sonore, tout. À celui-là, il fait râler un peu les enseignants. Est-ce que vous savez ce qu'on a pu identifier comme étant la source de bruit la plus importante dans une salle de classe? Les enfants parlent entre eux. Oui? Oui, c'est l'enseignant. Donc, le cinquième levier là sur lequel on s'est appuyé, c'est le fait soi-même de respecter les codes couleurs. Et ça, on s'est aperçu que chez certains collègues, c'était extrêmement difficile. Chez certains, ça a pris 2 ans à y arriver. Et 2 ans en plus avec un travail d'image prise par de la vidéo. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ça fait partie souvent de logiques internes. Exemple, une enseignante super, dans une classe en moyenne section, qui faisait travailler ses élèves en atelier. Et puis à un moment donné, les élèves étaient tous au boulot, la classe était calme. Et puis, elle travaille avec une petite fille qui était devant elle, à 50 cm, de l'autre côté de la petite table où elles étaient assises toutes les deux. Et donc, moi j'étais avec la caméra, et elle lui parlait comme si elle était de l'autre côté de la pièce. Alors, quand je lui ai montré la vidéo, sa première réaction, ça a été de se traiter de gourde. Parce qu'elle s'est bien rendue compte que c'est elle, sur ce moment-là, qui faisait bien plus que les enfants, beaucoup de bruit. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te pousse si tu me dis ça? Pourquoi tu parles fort à cet enfant-là qui est devant toi? Elle me dit, je ne sais pas. Et elle y revient plus tard dans l'entretien. Et elle dit, mais en fait, c'est que j'ai l'impression, mais c'est complètement stupide, elle m'explique, que ce que je suis en train de dire à cette petite fille, ça peut potentiellement intéresser tous les autres. Ce qui n'est pas pertinent, parce que les autres sont sur d'autres activités au même moment. Et donc cette enseignante-là, elle a pris conscience de ce problème, parce que c'est elle qui me disait non, moi je ne fais pas de bruit, sauf que je n'avais pas de preuve pour lui faire de retour, si ce n'est ma bonne foi. Il lui a fallu 2 ans avant de régler ce problème. C'était plus fort qu'elle. Quand elle avait quelque chose à dire avec un enfant, il fallait qu'elle le dise de manière forte. Et puis le dernier levier sur lequel on est intervenu, c'est l'entretien du calme par l'intermédiaire de dispositifs de sanctions éducatives. Alors attention, ça aussi c'est un nouvel exemple, ne le prenez pas comme un modèle. Qu'est-ce qui peut être? Je vous donne un exemple de sanction éducative par rapport au bruit dans une classe. Lorsqu'un enfant, par exemple on est au niveau, à l'échelle numéro 3 de notre échelle de sanction, on lui a déjà dit une fois, tu parles trop fort. On l'a fait changer de couleur, il continue à parler trop fort. Qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? Donc dans cette école, c'est une école de Carcassonne, ils ont introduit donc des systèmes de code couleur, et les enfants qui ne respectent pas le code orange, voilà ce qui est marqué sur ce document. Oh, je vais regarder ça. Donc j'ai gêné pendant le code orange. Donc voilà le rappel des règles du code orange. À la première gêne, c'est-à-dire après le rappel oral.
je relis les règles du code orange, je réfléchis à l'émotion, l'envie ou le besoin qui m'empêche de respecter les règles. Donc si je pense ne pas avoir gêné, je prends quand même la carte pour ne pas gêner le fonctionnement de la classe. Deuxième gêne, si ça ne suffit pas. J'explique par écrit ce qui m'empêche de respecter les règles, ou, si je pense ne pas avoir gêné, ce qui s'est passé. J'ai gêné parce que, pour m'occuper de ce problème, je vais, ou, je pense que j'ai respecté les règles du code orange, car. Et si ça ne suffit pas, troisième gêne, je recopie les règles du code orange. D'accord? Donc voilà un exemple de sanctions éducatives dont le principe est de travailler la conscientisation de l'importance du calme dans la classe.